Bonjour, bienvenue dans Point de vue, une émission tournée vers l'international, l'actualité oblige, mais pas seulement. Nous allons donc plonger dans cette incroyable affaire d'empoisonnement d'un ancien espion russe. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne accuse directement la Russie et expulse des diplomates. Il y a comme un parfum de guerre froide. Des expulsions, Donald Trump en prononce lui à tour de bras. Et dans sa propre équipe, dernier congédié en date, rien moins que le chef de la diplomatie. Alors nous traverserons l'Atlantique pour tenter de comprendre ce qui se passe dans la tête du président américain. Et puis retour en France pour parler de la SNCF, de la réforme qui est lancée et du risque ou non qu'à cause d'elle, des millions de voyageurs restent à quai pour une durée indéterminée. Enfin, nous nous arrêterons sur le sort réservé à Bertrand Cantat, interdit de festival, hué par la foule, objet de la haine de Nadine Trintignant, la mère de sa victime. On verra si tout cela ne va pas trop loin. Bonjour Guillaume de Monjou. Merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Auparavant, vous avez collaboré à plusieurs médias, en presse écrite et en radio. Bonjour Sébastien Potvin. Bonjour. Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous dirigez la Fédération du Parti Socialiste en Seine-et-Marne. Non. C'est plus le cas. Alors, vous l'avez été et vous avez également été chargé de mission auprès du secrétaire d'État Thierry Mandon à l'époque Hollande. Ça, c'est toujours exact. C'est juste. Et vous êtes spécialiste enfin de la silver economy, en bon français, l'économie des seniors. Exactement. Bien, bienvenue. Bonjour Édouard Tétrault. Bonjour. Vous êtes analyste financier, vous conseillez des dirigeants d'entreprises, vous êtes aussi chroniqueur et essayiste. Lors de la campagne présidentielle, vous avez soutenu Emmanuel Macron. Absolument. Et vous vous êtes entretenu avec lui, notamment des questions de défense et des relations avec le monde catholique, si on peut résumer ça comme ça. On peut. Voilà. Et puis, vous échangez toujours avec lui d'ailleurs, avec le président ? No comment. No comment. Ce n'est pas dans le débat public. Bon, eh bien écoutez, on verra en tout cas ce que vous pensez de la politique d'Emmanuel Macron. Bonjour Arnaud de Lagrange. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction en charge des questions internationales. Vous avez été en poste à Pékin et vous êtes l'auteur de Vent Noir, c'est paru l'an dernier chez Jean-Claude Lattès. C'est un formidable roman qui se passe aux confins de la Sibérie, en pleine époque de la révolution, post-révolution russe. Ce n'est pas encore celle de Vladimir Poutine et de ses espions. On va en parler. Alors, on est effectivement passé du roman d'espionnage à la crise internationale, après cette affaire d'un ancien agent double empoisonné dans la paisible ville de Salisbury. Theresa May a annoncé aujourd'hui une flopée de sanctions. Alors ça va du renvoi de diplomates russes à la suspension des relations diplomatiques et au boycott par des personnalités britanniques de la Coupe du monde de foot cet été en Russie. Pas sûr que Vladimir Poutine tremble pour autant. On va voir tout ça. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit ce soir. On parle de cette affaire dans un instant. Mais d'abord, regardez le Premier ministre britannique. C'était tout à l'heure devant la Chambre des communes. So, Mr. Speaker, there is no alternative conclusion other than that the Russian state was culpable for the attempted murder of Mr. Skripal and his daughter. Under the Vienna Convention, the United Kingdom will now expel 23 Russian diplomats who have been identified as undeclared intelligence officers. They have just 1 week to leave. But in the aftermath of this appalling act against our country, this relationship cannot be the same. So we will suspend all planned high-level bilateral contacts between the United Kingdom and the Russian Federation. This includes revoking the invitation to Foreign Minister Lavrov to pay a reciprocal visit to the UK and confirming there will be no attendance by ministers or indeed members of the royal family at this summer's World Cup in Russia. Arnaud de Lagrange, ces annonces de sanctions, c'est des gesticulations ? Alors, il y a une chose qui est évidente, en tout cas, c'est que Theresa May est passablement énervée quand même. Elle s'est montrée assez ferme. Alors, il y a évidemment, on voit une gradation dans les sanctions. Il ne s'agit pas d'ailleurs, sauf erreur, des relations diplomatiques, mais des relations bilatérales. C'est-à-dire qu'en fait, les relations bilatérales à haut niveau, par exemple, la visite de Lavrov, par exemple, a été annulée, la coopération, les rencontres. Mais je pense que, si j'ai bien compris, on va regarder de plus près, mais les liens diplomatiques, il n'y a pas rappel ambassadeur. Les termes ont leur importance. Oui. On va continuer à se parler. Il est vrai qu'elle est assez énervée. Alors c'est vrai que depuis, de toute manière, quelques années, la Grande-Bretagne, et depuis l'Ukraine, par exemple, est souvent la plus vindicative, la plus ferme face à Moscou en Europe.
quand il s'agissait par exemple de dénoncer l'intrusion d'avions russes un peu trop près des côtes ou des zones de la zone européenne, ou alors les bateaux aussi qui venaient un peu dans la Manche, d'un peu trop près. Donc voilà, depuis longtemps... Et en même temps, elle accueille pas mal la Grande-Bretagne d'oligarques russes. Oui, alors ça qui est intéressant, on parle d'ailleurs de Londongrad, c'est-à-dire en fait toute cette communauté, alors, soit de dissidents, d'oligarques bannis qui se trouvent à Londres. Et d'ailleurs, je pense que si on prenait la liste des grandes fortunes, non de nationalité britannique, mais les grandes fortunes installées à Londres, enfin les grandes fortunes sur le sol britannique, je pense que peut-être qu'en les 10 premières, on aurait 3 ou 4 Russes. Ce sont des fortunes absolument considérables. Donc il n'est pas non plus évident de prendre des sanctions trop fortes là-dessus. La grande question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les Européens vont suivre Theresa May ? Ils attendent pour le moment le Conseil européen de la semaine prochaine. Ils attendent aussi de voir les conclusions de l'enquête. Et puis, parce qu'il y a quand même aussi, d'une part, cette relation avec la Russie, tout le monde ne l'envisage pas forcément de la même façon. Et puis, le Brexit est là aussi. Alors, est-ce que ça va jouer aussi dans cette solidarité européenne ou pas ? Oui. Alors, à propos de évidemment, je donne la parole très vite. Juste à propos de solidarité européenne, je vous propose d'écouter un instant le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans. Il s'est exprimé là-dessus hier à Bruxelles. It is of the utmost importance that those who are responsible for what has happened see very clearly that there is European solidarity, unequivocal, unwavering and very strong, so that those responsible are really punished for what they did. Édouard Tétrault, solidarité européenne nécessaire. Je vous livre juste une réflexion, celle de Michel, un des premiers internautes à réagir. Pourquoi prendre des sanctions contre le pouvoir russe quand il n'y a aucune preuve ? C'est vrai que c'est une réflexion de bon sens aussi, mais on y reviendra. Mais déjà sur la solidarité européenne. Alors effectivement, ce qui va être intéressant, ça va être de voir notamment toutes les avalanches de fake news ou de contre-feux qui vont agiter les poubelles des médias d'information, Twitter, etc., dans les prochaines heures, les prochaines pour essayer de divertir l'attention. Mais si on s'en tient aux faits, il y a plusieurs choses. Nous parlons de 2 alliés. La Grande-Bretagne est notre allié. La Grande-Bretagne fait encore pour un an et demi partie de l'Union européenne, donc il y a un devoir de solidarité avec cet allié. 2, la Russie est notre allié, notamment dans certaines opérations au Moyen-Orient, en Syrie. Mais il convient de se rendre compte que 3, la Russie a quand même une fâcheuse tendance à s'ingérer, s'immiscer dans les affaires intérieures des différents pays. On a vu manipulation des élections américaines, ingérence pendant la campagne présidentielle française, j'en suis témoin, ingérence de façon spectaculaire, donc assassinat sur le territoire britannique. Et on voit aussi que la Russie, si c'est un allié dans nos opérations de guerre au Proche et au Moyen-Orient, c'est un allié difficile qui bombarde parfois au mauvais endroit. Grande-Bretagne et Russie, le choix donc, oui, mais nous avons besoin de l'un comme de l'autre. On ne va pas s'arrêter de parler à la Russie. À partir de maintenant, il faut continuer de parler à la Russie. Je pense que la façon dont fait le président Macron, c'est parler fermement, indiquer des lignes jaunes, des lignes rouges. Je fais une comparaison avec l'utilisation de gaz, notamment en Syrie. Nous ne sommes pas sous la présidence Hollande. Quand la parole présidentielle s'exprime, ce sont de vraies lignes jaunes ou rouges que la Russie ne doit pas franchir. Après, la solidarité européenne, très bien ce qu'a dit M. Timmermans, c'est un petit peu un empty box, c'est un petit peu une boîte vide. Quelles sont les sanctions que l'Union européenne peut prendre là-dessus ? Il n'y en a pas. Le budget que l'Union européenne consacre à la défense et à la sécurité, c'est 0,04% de son budget total. Est-ce qu'il faut que la France prenne des mesures de rétorsion par solidarité avec la... Non, attention, c'est la souveraineté britannique qui est en cause ici. Si jamais il se passe la même chose en France, la réponse sera, bien sûr, à la même hauteur. Une affaire anglo-russe, strictement, Sébastien Potvin, ou l'Europe doit s'en mêler ? Il faut essayer de remettre ça dans le contexte. Justement, on a une tectonique des plaques assez intéressante d'un point de vue des puissances internationales, avec effectivement des mouvements. Depuis l'arrivée de Donald Trump, on voit que la stratégie internationale des États-Unis a évolué. On voit que Xi, quand même, arrive au fait de sa puissance. On voit aussi que la Russie veut retrouver un premier rang mondial. Donc, du coup, effectivement, tout cela se passe dans un environnement qui est relativement mouvant.
c'est vrai que du coup, l'Europe est un petit peu coincée dans tout cela. D'ailleurs, quand on voyait tout à l'heure le commissaire Timmermans, on se pose la question de savoir si la question s'adresse à l'extérieur de l'Europe ou au contraire à l'intérieur de l'Europe, parce qu'effectivement, soit l'Europe apparaît divisée, auquel cas, évidemment, dans le concert international, ça va devenir compliqué, ou alors elle arrive à être unie, mais après on en revient à ce que vous disiez, unie autour de quelle réponse ? C'est là où, me semble-t-il, la réponse qui commence à émerger de la part d'Emmanuel Macron, en tout cas du porte-parole du gouvernement qu'on a entendu ce matin, c'est de dire « attendons, il y a une enquête, on va voir si les faits sont avérés, et à partir de ce moment-là, il y aura éventuellement de la rétorsion. » Autant dire non, que ça peut prendre des mois. L'enquête, elle ne prouvera jamais rien si Guyane de Mongeau. En tout cas, je trouve que Theresa May s'est avancée de façon assez imprudente, même si c'est assez beau avoir un chef comme ça du gouvernement qui prend la parole, qui pose des actes, des choses performatives, qui ont une semaine pour se réaliser. Donc c'est quand même. Mais il y a plusieurs choses qui me posent question. D'abord, on n'a jamais prouvé que Litvinenko qui a été empoisonné au polonium il y a 10 ans. Oui, on n'a jamais prouvé que c'était vraiment le FSB qui l'avait fait, et il n'a jamais été avéré que le polonium avait été... Il y a aussi tout un jeu de mafia russe. Quel intérêt aurait Poutine, une semaine avant sa réélection, ou une quinzaine de jours avant sa réélection, de faire un tel acte aussi belliqueux et aussi c'est une vraie question. Ouais. Arnaud... Le timing est incompréhensible, et je trouve que le côté agonie interminable de 3 semaines et tout, il y a quand même des méthodes plus pertinentes. Non, justement, c'est peut-être le but. Parce qu'on a dit, Arnaud, on a dit que l'un des objectifs de la Russie, c'était peut-être d'abord de montrer aux agents double, triple, que ils étaient toujours sous le coup de la vengeance russe, et deuxièmement, de montrer la puissance, effectivement, de pouvoir intervenir n'importe où, de se faire fi de toutes les règles internationales, diplomatiques et autres. C'est ça la bonne analyse. C'est pour ça que là, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Guyane. D'abord parce que quel intérêt? Il ne faut pas raisonner avec notre psychologie, il faut raisonner déjà... Poutine a sa psychologie propre, qui n'est absolument pas la nôtre, ce qui ne veut pas dire qu'il est irrationnel ou qu'il est fou. Il n'a pas la même façon de penser ou de voir les choses que la nôtre. Je pense qu'on peut se dire qu'un agent qui est... c'est une histoire ancienne, si je puis dire. Cet homme, il n'est plus opérationnel, normalement. Depuis 12 ans, quand même. Oui, mais c'est un signal, certainement, aussi, on peut se dire que c'est un signal envoyé aux autres. Voilà. Après, je pense que Theresa May, peut-être qu'elle va un peu vite. Je pense que quand même les Anglais ne sont pas des amateurs. Le MI6, ils ont un des meilleurs services de renseignement au monde. Je pense que ce type d'agent neurotoxique ne se trouve pas sur les étagères de Bricorama. Donc je pense qu'ils ont quand même un certain nombre d'éléments qui leur permettent de dire cela. D'ailleurs, les Américains ont confirmé que les éléments avaient l'air assez troublants. Après, en effet, il y a une enquête, mais qui doit se poursuivre. Un jour, ou et pourquoi pas? Oui. Ça arrive. Vous savez, j'allais dire le créateur lui-même de cet agent neurotoxique, un Russe qui est maintenant installé, a dit oui, voilà. Enfin, il n'y a pas 36 personnes qui ont cet agent entre les mains et qui peuvent l'utiliser. Je veux dire, là-dessus, c'est pour ça qu'il faut quand même pas non plus tout relativiser et taxer Theresa May de grande légèreté là-dessus. Et je pense que vraiment, encore une fois, dans la psychologie de Poutine, ce genre d'action n'est pas du tout à exclure, ça me semble. Et il faut y voir le fait que ça soit effectivement à quelques jours de sa réélection très probable, c'est ce week-end les élections en Russie, un lien ou c'est un... Pas forcément, et de toute manière d'ailleurs je pense que ça n'influera en rien, parce que de toute manière l'opinion russe, et d'ailleurs il a sa popularité qui est réelle. Elle est acquise et pas besoin. Elle est acquise, et je pense que de toute manière cette affaire britannique n'interférera en rien avec... Oui, parce que des analyses disent que c'est pour renforcer la cohésion nationale autour du sentiment pro-Poutine. Il n'y a pas vraiment besoin de ça, Vladimir Poutine. Peut-être, on peut aussi se dire qu'à partir du moment où la Russie, Poutine en joue souvent, voilà, l'Occident est contre nous, regardez, donc voilà, donc peut-être, mais je pense que de toute manière il n'avait pas de gros soucis à se faire, sauf peut-être sur la participation. Mais bon. Je vous donne la parole de nouveau dans un instant, mais nos internautes sont nombreux à réagir. Je salue Julie qui s'interroge, est-ce un prétexte pour sanctionner une fois de plus la Russie? Et Jamel qui s'interroge aussi, le Royaume-Uni n'est plus en Europe, alors pourquoi prendront-elles l'Europe des sanctions vis-à-vis de la Russie? Et pour le moment, à la question que nous vous avons posée sur Twitter, vous êtes 56% à considérer que l'Europe ne doit pas se mêler de cette affaire. Edouard Tétreault, un dernier commentaire sur un dernier commentaire, c'est la Russie est en train de nous envoyer des signaux.
depuis quelque temps. Arnaud parlait tout à l'heure des MiG. La réalité de la chose, c'est que vous avez des MiG dans des avions de combat qui peuvent porter la bombe nucléaire, qui éteignent leur transpondeur quand ils survolent la Manche. Donc ça, c'est quand même un signal très clair. Vous avez des sous-marins russes en ce moment au large de l'Atlantique, dans la Méditerranée, qui envoient des signaux dans les endroits qu'ils empruntent, les poches où ils sont, etc. Je crois qu'il faut, il y a deux choses. Un, il faut envoyer des signaux équivalents en disant « nous ne sommes pas sourds, nous vous avons vu, nous comprenons ce que vous faites et d'ailleurs voilà notre réponse ». Et deux, c'est l'Union européenne, combien de divisions ? Ce qui est intéressant, c'est que les deux seules puissances militaires aujourd'hui qui ont un rang sérieux, c'est la Grande-Bretagne et la France. Nous sommes les seuls à pouvoir répondre à la Russie. C'est important, ça, face à la Russie, envoyer des messages. Et pas entrer en guerre, ce serait idiot, mais envoyer des messages. L'Allemagne, quelle est la statistique ? Un avion sur deux de la Luftwaffe allemande est cloué au sol pour des problèmes techniques. Voilà. Donc il y a une réponse française qui est attendue, qui sera en fait la réponse de l'Europe, parce que nous sommes les seuls, avec les Britanniques, à pouvoir le faire. Et voilà, ça méritait d'être dit. Très bien. Juste une petite question technique, mais peut-être que je suis un peu naïve. Theresa May qui dit oui, on renvoie 23 diplomates qui sont des agents du renseignement non déclarés, en d'autres termes, si je comprends bien, des espions. Donc on a comme ça toujours des gens dont on sait très bien qu'ils sont des espions, mais qu'on... Dans les ambassades. Voilà. D'ailleurs, c'est vraiment courant. Vraiment, il y a 2-3 postes dans les ambassades réguliers où on se dit il ne fait pas le boulot pour lequel il est. Et le jour venu, on prend la liste et on savait. Donc là, Arnaud a raison. Je pense que les services britanniques sont tout à fait avisés sur ces sujets. Et pour répondre à l'internaute, en fait, et ce que disait Édouard tout à l'heure, pour le moment, jusqu'à ce que le Brexit, enfin que pendant encore un an ou un an et demi, la Grande-Bretagne fait toujours partie de l'Union européenne. Absolument. Oui. Donc il ne faut pas non plus mettre trop vite la Grande-Bretagne en dehors de l'Europe. Mais c'est oui. Alors on va effectivement traverser l'Atlantique maintenant, parler un peu de Donald Trump. Avec lui, c'est simple comme un tweet. Hier, c'était donc en direct le limogeage de son chef de la diplomatie, Rex Tillerson. La liste des départs s'allonge. Alors quelle est la stratégie du président américain, s'il y en a une ? Pourtant, les dossiers lourds et les échéances s'accumulent avec le nucléaire iranien, avec la rencontre à haut risque avec le président nord-coréen. On voit tout cela dans un instant, mais d'abord on regarde le président américain. Prêtez l'oreille aussi parce qu'il y a des bruits d'hélicoptères derrière, mais c'était hier lorsqu'il a annoncé ce limogeage en direct. Rex and I have been talking about this for a long time. We got along actually quite well, but we disagreed on things. When you look at the Iran deal, I think it's terrible. I guess he thought it was okay. I've worked with Mike Pompeo now for quite some time. Tremendous energy, tremendous intellect. We're always on the same wavelength. The relationship has been very good, and that's what I need as Secretary of State. Arnaud de Lagrange, le DRH de la Maison-Blanche, il a un peu le tournis en ce moment, non ? C'est un peu compliqué. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de ministres ou de conseillers qui doivent regarder leur compte Twitter tous les matins en se réveillant avec attention, parce que là, en l'occurrence, apparemment, pour Tillerson n'avait pas Twitter et qu'il a fallu aussi. Voilà, lui n'a pas de compte Twitter lui-même, donc c'est un de ses adjoints qui lui a dit, mais en tout cas, il n'avait pas été prévenu avant. Il a su 3 heures après. Trump l'a appelé après que sur Twitter ait été annoncée la décision de le limoger, ce qui manque un petit peu d'élégance. Mais enfin bon, ça, chacun évaluera ça. Non, ce qui est certain. Alors, on en parlait depuis longtemps du départ de Rex Tillerson. Lui-même, d'ailleurs, s'était surnommé Rexit, enfin, allusion au Brexit par dérision. Ce qui est certain, c'est que ça ne va pas s'arrêter là, certainement. On sait qu'a priori, il y a une charrette prévue au sein de la Maison-Blanche cette fois-ci. Trump devrait en discuter ce week-end. Et c'est quand même pas des moindres, c'est-à-dire Kelly, qui est quand même le secrétaire général de la Maison-Blanche, celui qui tient la boutique, le conseiller à la sécurité nationale, McMaster, qui est quand même quelqu'un de très important aussi, et même peut-être son gendre, Jared Kushner, qu'on donne aussi sur le départ. Dans la charrette possible. Donc voilà. Alors après, je disais qu'en 14 mois, il y a 43% des postes qui ont changé. Ça fait quand même une proportion pas négligeable. Il y a du rythme. C'est soutenu. Ce qui est intéressant, et pas que des seconds couteaux, parce que vous en citiez quelques-uns, mais il y a en une semaine, il y a Steve Bannon, il y a le conseiller économique, avant c'était... Et puis, il y a des postes qui sont vacants aussi, par exemple celui d'ambassadeur en Allemagne, celui d'ambassadeur en Turquie, c'est pas des petites en fait, quand vous prenez le département d'État, il y a énormément de postes de N-1, de N-2 qui sont vacants, comme l'équivalent au Quai d'Orsay, du directeur Asie, enfin des postes très importants. Là, Cloud Silver Lining, la bonne nouvelle, s'il y en a une dans cette nomination, c'est que
en fait, on ne savait pas comment appréhender Rex Tillerson. On voyait bien, c'est tout le problème des secrétaires d'État dont on sait qu'ils ne sont pas ni l'oreille ni le verbe du président. C'est au fond, à quoi servent-ils? Est-ce que il était peut-être bien structuré, souvent en désaccord pour de bonnes raisons face à Trump, mais on savait qu'il n'avait aucun poids. La bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est que là, avec M. Pompeo, on voit très bien de quoi on parle. On sait où est la ligne diplomatique américaine. Elle est israélienne, saoudienne, anti-iranienne, elle est très claire. Et au fond, la bonne nouvelle, puisque la diplomatie française exprime autre chose, c'est que là, nous savons à qui nous nous adressons. Quand M. Pompeo parlera, nous savons que cela aura du poids à la Maison-Blanche. Sébastien Podin, vous êtes d'accord avec attention, c'est la seule bonne Pompeo, nouvelle technique. En diplomatie, il faut savoir comment parle la personne que vous avez en face de lui. Je ne fais pas un jugement sur le fond. Je trouve ça fascinant de voir à quel point la politique américaine s'aligne sur celle oui, c'est plus clair ou pas alors? C'est très clair et on le voit effectivement avec le secrétaire d'État, mais on le voit en fait avec tous les postes. C'est-à-dire que le président Trump est déjà en campagne. Il a un objectif très simple, c'est de pouvoir dès maintenant parler à l'électorat qu'il va solliciter en 2020. Donc il faut que sa politique soit menée exactement dans le sens qu'il a décidé. Donc du coup, il ne prend pas de gants. À partir du moment où un homme n'est pas exactement dans la ligne qu'il a définie, il le change. C'est-à-dire que c'est un pragmatisme le plus absolu. Et celles et ceux qui pensent que Trump est fou et qu'il va dans tous les sens, non, pas du tout. Il a une ligne politique très claire, il y va tambour battant et il n'a pas de problème de question. Et si à un moment ou à un autre, il doit sacrifier son gendre pour pouvoir continuer à tenir la ligne, il le sacrifiera sans état d'âme. Mais là encore, pourquoi avoir nommé Rex Tillerson si il savait pertinemment que ça n'allait pas coller, entre guillemets? C'était une concession faite à l'establishment républicain. Combien de fois quoi? s'était-il vu avant avec Rex Tillerson? Je sais pas. Très peu au fond. Donc Arnaud, vous brûliez de... Non, je pense qu'avec Tillerson, en effet, il pensait peut-être que ça se passerait mieux, qu'il serait plus docile. Alors, en effet, il n'a pas servi à grand-chose parce qu'il n'avait pas l'oreille de Trump et il était enfermé au département d'État dans son bureau et peu de contact avec... mais par contre, il avait quand même des vues un peu plus modérées sur certains dossiers. Non, ce que vous disiez est très vrai, c'est qu'il est en campagne électorale. Vous disiez 2020, oui, mais avant, il a les élections de mi-mandat, les midterms de novembre. Et là, la campagne est lancée déjà. Donc là-dessus, il commence... Et avec, on le voit en Pennsylvanie, les républicains qui ne sont pas au meilleur de leur forme. Apparemment, ça a l'air de se dessiner vers une victoire démocrate. Donc là, le nettoyage commence. Ce qui est intéressant de voir, c'est que même globalement, quand on regarde la photo, les éléments les plus modérés, justement, sont nettoyés. Donc c'était le cas du conseiller économique qui, lui, a été écarté. Donc là, on est plutôt... Lui faisait plutôt, comment dirais-je, un élément modérateur par rapport au discours protectionniste de Trump. Et là, en politique étrangère, apparemment, Pompeo, sur l'Iran, très clairement, il a une position beaucoup plus dure. Donc, l'accord nucléaire iranien ne donne pas cher de sa peau. Sur la Corée aussi, il est plus dur. Bon, je pense que sur Israël aussi, comme disait Édouard, la position aussi paraît plus nette. Donc, il y a quand même... on n'est pas seulement les changements d'hommes. Très clairement, je pense que sur certains dossiers, ça va avoir un impact dans les semaines et mois qui viennent. Et la nomination de la remplaçante du numéro 2 de la CIA qui devient numéro 1, qui a un passé, là encore, peut-être un petit peu compliqué, qui a été dans des centres de Thaïlande où la torture était pratiquée, Guyonne, ça peut effectivement... Moi, je pense que de toutes les façons, votre question, c'était est-ce que Trump est seul, va gouverner seul et tout ça, mais à mon avis, il est seul avec son ego depuis bien longtemps. Et autour de lui, ça ressemble pas un peu à un mess d'officier, parce qu'en fait, dans la toute première garde de la Maison-Blanche, c'est vraiment la garde rapprochée mais oui, c'est des gens qui ont la carte de Kaboul en tête, ils ont été sur des champs irakiens, afghans ces dernières années. C'est pas des hommes de pouvoir, c'est des hommes de l'opérationnel militaire. Et il a sa famille, donc Ivanka, la vraie première dame, sauf si le avec gendre le complexe d'Oedipe en toile de fond, et puis cette espèce de messe d'officier autour de lui. En fait, il gouverne seul, mais il ne peut pas faire autrement. Je ne pense pas que ce soit un homme qui soit très disponible à l'écoute. Et là, il a dit d'ailleurs qu'il avait très besoin de manager, enfin qu'il avait plus besoin... Il a dit, je suis tout près d'avoir le cabinet que je veux. Voilà, je vais enfin pouvoir faire... C'est très vrai, et la bonne nouvelle, je cherche les bonnes nouvelles, vous voyez, dans la bonne nouvelle, oui, c'est un biais, c'est assumé. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un chef du mess des officiers qui est James Mattis, et qui tient les affaires sérieusement. Et tout, quand on discute un peu avec la Maison-Blanche, cet environnement, ce qui est très rassurant, c'est que
comment dire, nous ne sommes pas en face d'un président qui peut appuyer sur le bouton aussi facilement que cela. Et Dieu merci, l'appareil militaire américain est à date tout à fait bien contrôlé par le général Mattis, qui est en fait le vrai vice-président. De ce point de vue, la maison, presque comme un Premier ministre. McMaster, qui était le conseiller de la sécurité nationale, a un rôle au moins aussi important et lui saute. Après, enfin, risque de sauter. Donc là, je nuancerai. Et alors, sur la Corée du Nord, je trouve que quand même, on critique tout le temps Trump, c'est un peu une posture même européenne tout à fait assumée, etc. Mais il y a quand même des faits objectifs. La réforme fiscale, elle est gigantesque. Elle va vraiment faire muer cette économie vers une économie beaucoup plus protectionniste. Et voilà, peut-être qu'il y aura les fruits pour ces midterm elections ou en tout cas pour la réélection éventuelle dans 3 ans. Et la deuxième chose, c'est que cette espèce de promesse de rendez-vous avec le dictateur nord-coréen qui fait que ça gèle tout le programme. À haut risque quand même. Oui, mais c'est à haut risque, mais c'est quand même tellement étrange que ça ait cet impact-là, cette attitude, voilà, ça marche. Tout de suite, un instant, mais laissez-moi quelques instants aussi pour donner quelques réactions. Corentin qui estime que le timing de cette opération pour Trump dénote aussi sa totale improvisation. Steve qui dit, comme un enfant, Trump cherche toujours une gratification instantanée et ne supporte pas la contradiction. Et Elad, sur le Figaro.fr, cette décision prouve une chose, Trump veut la peau de l'Iran. Non. Alors, pourquoi cette remarque sur l'Iran Sébastien Potin. Juste avant de revenir sur l'Iran, parce que, effectivement, Trump estime que, pour l'instant, sa politique porte ses fruits. Il estime que son style porte ses fruits. Il estime que la manière dont il a abordé la question nord-coréenne a abouti à cette rencontre. Il estime que sa réforme fiscale, effectivement, va aboutir également, que le protectionnisme, etc. Le risque, c'est-à-dire que l'autre face, c'est que si à un moment ou à un autre, il y a soit un bourbier au niveau nord-coréen, soit le protectionnisme qui a des effets négatifs, etc. Alors là, effectivement, on va assister à quelque chose qui va être complètement déséquilibré. Et c'est à ce moment-là où on va voir si effectivement il est bien entouré ou pas. Parce qu'à ne s'entourer que de personnes, je suis d'accord sur la question militaire, mais qui ne pensent comme lui, etc., ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, le risque, c'est qu'au moindre problème, toute la machine dégringolera. C'est là où il va falloir effectivement regarder dans les semaines et mois à venir comment les choses vont évoluer. Je voudrais qu'on consacre quelques instants à une affaire un petit peu plus légère, celle de Stormy Daniels. Nous avions ce matin un passionnant article dans le Figaro de notre correspondant Philippe Gély. Alors, pour résumer très brièvement et très succinctement, Stormy Daniels, c'est cette femme qui est un peu une spécialiste du X de l'industrie pornographique, actrice, réalisatrice, et qui a eu une liaison, ça je crois que c'est avéré, avec le président américain en 2006. Et il y avait un accord pour qu'elle ne parle pas, un accord financier, et puis maintenant elle menace de tout balancer, entre guillemets. Bon, c'est une vraie menace, Arnaud, sans donner des proportions. Oui, c'est bien qu'Arnaud s'exprime sur le... Je vous remercie de toujours vers les experts. En spécialiste de cette question. Oui, mais pour ne pas être... On en parlait tous avant le début de l'émission, donc je pense que ça intéresse. Oui, vous avez raison. C'est gênant, mais je ne suis pas sûr que ça soit forcément extrêmement inquiétant. C'est ce qu'explique d'ailleurs notre correspondant Philippe Gély dans son papier de ce matin, c'est-à-dire que avec n'importe quel autre président, dans n'importe quel autre contexte, ça aurait fait un scandale. Mais là, avec Trump, on est de toute manière dans un tel déluge et un tel rythme de choses que c'est une péripétie de plus. Donc, ce n'est pas la Monica Lewinsky de Donald Trump. Pour le moment, non. Après, il faut voir comment cela va se terminer. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est fâcheux, c'est que cette liaison qui a duré plusieurs mois, a eu lieu apparemment jusqu'en Trump, commencer sa vie conjugale avec un enfant qui arrivait ou qui venait d'arriver. Alors, et puis, tout ça prend des proportions, évidemment. D'un point de vue de la morale américaine telle qu'on la décrit d'habitude, ça fait désordre. Cette charmante Stormy Daniels donc, continue là, apparemment ses tournées de striptease avec un slogan que je trouve assez merveilleux, comme vous avez vu, c'est « Make America Naughty Again ». Donc, bon, voilà. Je dis que tout ça, après tout, le business continue, c'est formidable. Tout ça. Édouard Tétrault, un mot à ajouter sur cette grave question? Mes avocats m'interdisent tout commentaire sur la question. Voilà. D'accord. C'est pas très courageux. Non, là, on a épuisé le sujet momentanément, en tout cas. Alors, on va parler de la SNCF, sujet inépuisable. C'est sans doute la réforme la plus sensible pour Emmanuel Macron, en tout cas du moment, pour Emmanuel Macron et son gouvernement, par son ampleur, mais aussi par sa force, son poids symbolique. Ce matin, la loi d'habilitation a été présentée en Conseil des ministres et le projet devrait être bouclé d'ici cet été. Alors, jusqu'où sont prêts à aller les syndicats?
Première réponse demain, puisqu'ils se prononceront sur une grève prévue pour le 22 mars prochain. Mais ce n'est pas évident que le front syndical soit si solide que ça. Je vous propose d'abord de regarder ce qu'en dit le patron de la CGT, Philippe Martinez, et puis on analysera tout ça. Le gouvernement a les clés du problème. Vous savez que nous lui avons présenté hier soir un projet construit par la CGT et il refuse de discuter. Vous, sur le principe, vous, CGT, est-ce que vous dites il faut la grève pour faire comprendre au gouvernement qu'il faut nous écouter? Quand il n'écoute pas dans le dialogue, faut passer au cran supérieur. Et je vous répète, c'est le gouvernement qui cherche le conflit. Sébastien Potvin, on ne sent pas un Philippe Martinez hyper remonté Oui, c'est vous qui le dites aujourd'hui. On va voir ce que va donner quand même l'intersyndicale de demain et puis effectivement le mouvement du 22 mars. On verra effectivement comment les choses vont se passer. Ce qui est sûr, c'est que pour le gouvernement... Dans le ton, c'est pas très agressif. Pour le moment, c'est effectivement pas très agressif. Mais Philippe Martinez, il regarde ce qui se passe. C'est-à-dire que pour l'instant, le gouvernement bénéficie d'abord d'une forme de soutien populaire par rapport notamment à la question du statut. Ce qui est quand même, quand on regarde 20 ans en arrière, c'est quand même un petit peu différent par rapport à ce qui s'est passé au moment du gouvernement Juppé. Voilà. Ensuite, le gouvernement n'a pas repris toutes les propositions du rapport Spinetta. C'est-à-dire que sur la question notamment des petites lignes, il y a quand même un déport vers les régions. Et donc pour l'instant, le sujet n'est pas complètement au cœur du débat. Évidemment, la question de la dette est derrière tout cela. Donc pour le moment, on a deux sujets. La question du statut et la question du statut de l'entreprise. Évidemment, tout cela dans un contexte de mise aux normes au niveau de la concurrence européenne. Ouais. Donc pour l'instant, je dirais qu'on est dans une position d'attente où effectivement le contexte est assez favorable au gouvernement à l'instant où nous parlons. Un dernier point, les partis politiques, les partis d'opposition sont pour l'instant eux aussi dans une difficulté à cristalliser tout cela. Guillaume, je voulais que vous exprimiez là-dessus. L'opposition, et notamment à droite, elle n'est pas très audible, semble-t-il, d'abord parce que c'est une réforme qui aurait peut-être été faite depuis longtemps. Oui. Et sa tentative de mettre ça sur la défense des territoires, comme le disait Sébastien Potvin, de dire les petites lignes et tout ça, c'est pas non plus un argument hyper porteur. Enfin, si c'est porteur, mais c'est pas encore... En fait, il est résolu par le fait que ça déplace vers les régions, les petites lignes. Il y a une sorte d'engagement de ne pas enfermer trop. Je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a cette fragilité. Et c'est une réforme sur laquelle tout le monde s'est cassé les dents. Et je pense que le retour du refoulé, parce qu'Édouard Philippe, très proche d'Alain Juppé, a dû voir en 1995 que c'était le moment où Juppé se carbonisait sur le plan national, à ce moment-là, sur un plan politique. Mais je dois montrer à quel point, pour une fois, c'est tenu. Et je trouve que cette réforme, elle est étrangement pensée, mais quand on va dans le fond du sujet, enfin, moi je l'ai fait très superficiellement, mais j'ai vu qu'il y avait 2-3 points sur lesquels ils avaient été extrêmement souples. Par exemple, ils laissent aux cheminots la possibilité, avec leurs beaux-parents, leurs enfants, de bénéficier des billets gratuits sur toutes les lignes, etc. Ils n'ont pas suspendu ce truc-là. Il y a eu un retour. Au départ, c'était... Qui coûte 100 millions d'euros chaque année à la SNCF. C'est un cadeau, c'est un vrai cadeau. Pourquoi? Alors, est-ce que les cadres qui peuvent se voyager l'été, etc., du coup, ne vont pas moufter sur la question des cheminots? Par ailleurs, je vois que ce statut cheminot qui était en 95 déjà un peu contesté, mais faiblement aujourd'hui, 64% des Français, je crois que c'est un sondage, disent qu'elle est opportune, cette réforme, et qu'elle est inéluctable d'ailleurs, dès lors qu'on ouvre à la concurrence ces lignes. Donc je dois dire que c'est habilement mené, et à mon avis, il joue sur plusieurs terrains, et ça peut passer. Édouard Tétrault, habilement mené, piège. C'est plus que possible. Ça, c'est que comme tout ce que ce gouvernement fait, il y a dans le traitement de ce sujet, il y a quand même deux choses. D'abord, c'est fait avec beaucoup de professionnalisme. C'est pas que la France est dirigée comme une entreprise aujourd'hui, mais il y a un problème, on le traite. On ne le met pas sous le tapis, contrairement à la présidence précédente. On ne fait pas des gesticulations pour ne rien faire après, contrairement à la présidence ante, de Nicolas Sarkozy. Et puis, avec professionnalisme et sentiment de l'urgence. Ça a été bien préparé aussi, oui, plus que ça. Sur le terrain. C'est-à-dire, on compare beaucoup avec les grandes grèves de 95-96. Alors, privilège de nos générations, on les a connues, ces grandes grèves. C'était épouvantable. L'hiver, il faisait froid. Si vous habitiez loin de votre lieu de travail, c'était... Et le coup de grâce, c'est que l'opinion était derrière les grévistes. Vous vous souvenez de ces sondages au bout de la 4e semaine?
Là, aujourd'hui, il y a deux choses qui ont changé. La SNCF a changé, c'était la gloire du pays, elle est devenue une des hontes de l'industrie française et une des hontes du pays. Elle dysfonctionne à un point, et ce sont souvent les plus vulnérables, ceux qui n'ont pas d'autres, qui en payent le prix plein pot. Donc, je ne sais pas si c'est une réforme de droite ou de gauche, mais enfin, en tout cas, ce sont des ordonnances qui vont traiter un sujet d'intérêt général. Ça, c'est le premier point. Et la SNCF a changé, le pays a changé. Le pays ne peut plus accepter d'abord, n'a plus l'argent n'a plus la tolérance pour accepter de faire perdurer des privilèges qui n'ont plus lieu d'être. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, vous vous souvenez, Emmanuel Macron a été interpellé par un cheminot en disant c'est dur de travailler, etc. Et du tac au tac, le président de la République lui dit je crois que mon grand-père, qui lui était cheminot, s'entendait vrai cheminot avec une vraie dureté dans le travail, travaillait un peu plus et plus durement que vous. C'est normal, face à de telles réalités, une telle urgence sociale aussi pour le pays. On ne va pas parler de la dette. De 50 milliards. C'est normal d'agir vite, d'agir fort. Et c'est normal, au fond, que les syndicats, on les entende finalement peu parce que. Pas dire que peut-être pas non plus mettre se terrer dans la honte, mais non, mais on sent bien qu'ils n'ont plus d'arguments et que le pays ne les suivra pas. Arnaud, sur un point, Édouard Tétrault disait que la SNCF, c'est devenu la honte du pays. Non, une des hontes industrielles. Enfin, le mot honte du pays. Alors que c'était une de nos gloires. D'autres pays européens ont pris le problème à bras-le-corps avec différentes solutions, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, avec des résultats différents. Différents, oui. Je crois qu'en Grande-Bretagne, c'est toujours un gros problème et un sujet de polémique, le réseau ferré. Mais en tout cas, si on prend l'exemple allemand, en effet, alors je ne suis pas encore une fois un spécialiste du réseau ferré, mais il me semble que les Allemands ont attaqué la réforme. Ils ont d'ailleurs saisi une opportunité historique, c'est-à-dire après la réunification entre les deux Allemagnes, il y avait deux réseaux, enfin deux entreprises, donc ils ont choisi 4 ou 5 ans après, je crois en 1994, en fait, repris la dette, ils ont fusionné les deux entreprises et du coup, ils en ont profité pour faire une réforme et qui a été quand même plutôt réussie. Je crois qu'ils ont engagé des contractuels, les fonctionnaires ont été placés dans d'autres entreprises. Enfin, ils ont fait quand même des changements profonds. Il y a certainement encore des problèmes, mais quand même, cette entreprise marche bien. Je crois que l'an dernier, elle a véhiculé un nombre de passagers record, je crois 2 milliards. Donc, avec leur sens du compromis, leur sens de la réforme, les Allemands, certainement, ont fait quand même, se sont attaqués au problème avec plutôt réussi. C'est un peu plus nuancé, avec des prix qui ont grimpé. Les prix ont grimpé, certaines lignes sont bondées. Alors, il y a des lignes qui sont privées qui marchent plutôt bien, d'autres qui sont... Ils sont sur un système où le réseau est public et les lignes sont privées. Et l'exploitation est privée et ça marche plus ou moins bien selon les réseaux. Et c'est un petit peu aussi comme le sujet britannique. Quand la SNCF était une de nos gloires, on moquait le train britannique qui n'arrivait jamais à l'heure, ligne déficiente, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? On a privatisé. Et en privatisant, on a permis de réinvestir aussi des infrastructures qui ont été sous-investies. C'est pas, quand les cheminots disent c'est pas uniquement notre faute, ils ont raison. Il y a aussi un sous-investissement structurel dans le. Eh bien, à un moment, il faut réattirer les capitaux privés, les capitaux qui fonctionnent. Peut-être qu'on va y arriver à un moment. Et c'est vrai que le delta de ça, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Un service pas cher qui ne fonctionne pas ? Ou un vrai service, et donc avec un prix à payer pour cela, mais qui fonctionne. Et le prix des TGV a flambé par rapport à ce qu'était le prix d'un billet. Oui, parce qu'il porte les excès de charges des retraites, des pensions, des petites lignes. Sur le sous-investissement, je vous propose d'écouter, alors c'est la CFDT, Laurent Berger, secrétaire général, qui parle justement de l'inaction et l'incapacité des pouvoirs publics à gérer cette affaire convenablement depuis des décennies. On l'écoute. Ce dont crève la SNCF aujourd'hui, c'est de l'ineptie d'un certain nombre de pouvoirs publics depuis des années sur l'incapacité d'investir durablement dans le ferroviaire et notamment dans les lignes qui ont paru moins prioritaires mais qui sont les lignes du quotidien qui transportent des millions et des millions de personnes. Il a raison de souligner ça, Laurent Berger. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si on prend simplement l'exemple, je dirais, de la nouvelle carte métropolitaine de France. Nous avons 22 métropoles. Quel est l'enjeu de ces métropoles ? C'est de pouvoir, entre elles, être reliées par des réseaux de communication qui fonctionnent. Et être reliées également avec tous les territoires avec lesquels elles sont en interaction, notamment pour ramener celles et ceux qui vont venir travailler en cœur métropole,
Qui va pouvoir organiser tout cela? C'est évidemment la SNCF. C'est pour ça qu'à la question que vous posez, est-ce que le gouvernement est en train de gagner son pari? On ne sait pas encore aujourd'hui, il faut bien être très clair. Sur la question du statut des cheminots, effectivement, c'est en train de passer. Mais que vont essayer de faire les syndicats? Ils vont essayer de faire une vision globale sur la question de la forme, parce qu'au niveau des parlementaires de l'opposition, les ordonnances ne passent pas. Et sur la question du fond, à savoir qui va s'occuper de la dette et qu'allons-nous faire concernant les lignes, et notamment ces lignes extrêmement importantes entre les métropoles. Et c'est là-dessus que le jeu d'acteurs va s'opérer dans les semaines à venir. Est-ce que oui ou non, les syndicats vont réussir à mettre sur le devant et sur l'agenda politique ces questions-là? S'ils y arrivent, alors là, on va rentrer dans quelque chose de très compliqué, parce qu'il y aura une convergence de lutte, entre guillemets, émanante de plusieurs personnes, de plusieurs acteurs. S'ils n'y arrivent pas, alors là, le gouvernement aura gagné son pari. En tout cas, chez les Républicains, c'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, parce que ce matin, Damien Abad, l'un des vice-présidents du mouvement, était l'invité du talk, et il disait que lui, il allait voter, enfin, il était favorable à cette réforme, alors que Guillaume Pelletier est contre. Donc, on voit que les divisions sont quand même assez flagrantes. Je vous lis encore quelques commentaires là-dessus. Par exemple, Arduf qui nous dit sur le Figaro.fr, les syndicats devraient s'inspirer de Stephen Hawking. Alors, il fait un télescopage avec l'actualité, qui a écrit « L'intelligence et la capacité de s'adapter au changement ». Belle maxime pour la SNCF, peut-être. Yves, qui estime qu'il y a effectivement urgence à rendre la SNCF capable d'affronter la concurrence, sinon elle terminera comme la SNCM, la compagnie de bateaux pour la Corse, de ferry. Et voilà, donc écoutez, la SNCF, on est appelé à en reparler encore pendant plusieurs semaines. On verra comment tout ça évolue. Je vous propose d'aborder notre dernier sujet. Il s'agit là de Bertrand Cantat. C'est une polémique bien française. Chacun peut avoir son avis sur le chanteur, sur le bien fondé de son retour sur scène, alors qu'il a été condamné pour des coups mortels sur Marie Trintignant, sa compagne à l'époque. Il a purgé sa peine, sur sa participation à des festivals, parfois financés par de l'argent public. Hier à Grenoble, les choses sont peut-être allées un peu loin. Le chanteur a été conspué au cri de « casse-toi » et « assassin ». Avant d'en parler, regardons les images de cette prise à partie de Bertrand Cantat. Je veux discuter avec vous. Pour discuter. C'est de la provocation, ça, non? La provocation est là. La provocation est là. Moi, je veux juste discuter. Guyane de Montjou, vous avez un avis sur la question? Il doit disparaître des écrans, Bertrand Cantat? Non, mais moi, je n'aime pas ces petites hordes de gens qui se mobilisent comme ça pour... j'ai l'impression de voir le pire de notre inconscient collectif toujours s'exprimer. Bertrand Cantat, c'est un artiste. Donc, il a expié sa peine, il a été en prison, il est sorti de prison. Tout ça a été, sur un plan pénal, incontestablement fait. Je trouve que ce rassemblement pour empêcher le fait qu'il s'exprime... C'est malsain? Il n'est pas en train de faire une tribune en expliquant ce qu'il pense de la vie, de la mort et tout ça. Il chante, je veux dire, il vient faire un... Non, je trouve que c'est malsain de maintenir... D'abord, je comprends pourquoi il est ressorti pour aller parler aux manifestants. Après, il mâche son chewing-gum, il les embrasse, on ne comprend pas. En fait, il est là dans une espèce de, lui aussi, de jeu un peu provocateur, qui est probablement dans ses névroses et tout ça. Mais je trouve qu'en tout cas, le fait que la justice ait parlé, qu'elle ait fait, c'est pas à la rue de venir empêcher un homme comme ça de s'exprimer. Et puis, il a le droit de chanter. Il a dit qu'il allait limiter sa tournée avant l'été. Il allait la faire comme avant, mais jusqu'à l'été, s'il le peut. Et voilà. Et après, il retournera dans sa bulle pour créer... Il a le droit, c'est un artiste. Et je suis désolée, moi, je suis assez contre ces espèces de mouvements populaires qui sont extrêmement... je trouve que c'est vraiment... Ça me fait penser à la Libération au ton de... Sébastien Podin, artiste provocateur, victime des excès... Pour moi, il y a deux logiques qui s'opposent. Une logique juridique. D'un point de vue du droit, c'est un citoyen qui peut jouir de la totalité de ses droits. Donc, si son métier est de chanter, il lui est permis, comme tous les chanteurs de France, de se produire. Ça, c'est pour le droit. Ensuite, il y a une question morale, avec un contexte très lourd. C'est-à-dire le contexte de libération de la parole des femmes sur les questions de harcèlement sexuel, sur les questions de viol, qui vient se confronter de manière très violente avec cette question-là. Alors,
vous m'excuserez. Ça avait commencé avant la campagne bien sûr, tout et tout ça. Bien sûr, mais il devient un symbole. Depuis qu'il est sorti de prison, Il devient un symbole. Et c'est là où il y a une question qui doit tous nous préoccuper. Le droit ou la morale? Et c'est là, moi je vais vous dire, je suis républicain. Donc ce qui m'intéresse, c'est le droit. Le droit et rien que le droit. Dans le même temps, cette question-là, elle est au cœur de notre société. Donc je veux dire, je suis très embêté pour donner une réponse. Je m'arrête au droit, et donc dans ces conditions, il a pleine légitimité à s'exprimer, à chanter. Dans le même temps, effectivement, il a peut-être, à titre personnel, un petit peu de distance à prendre au regard de ce qu'il est devenu d'un point de vue moral. Alors, on va écouter un instant, je voudrais juste qu'on écoute la mère de Marie Trintignant, Nadine Trintignant. Alors, elle, clairement, mère de la victime, elle ne se place pas du côté du droit, on l'écoute. Ce que j'aimerais mieux, c'est qu'il devienne cordonnier, et puis voilà. En même temps, c'est son métier, Nadine Trintignant, artiste. Il y a l'homme qui vous a enlevé... Et c'est son métier, tueur? Non, parce qu'il a tué 23 coups, c'est pas rien. C'est un individu épouvantable, je veux pas savoir. Si je le rencontrais, je ne sais pas ce que je ferais, mais je ferais quelque chose. C'est encore une fois la mère de la victime. Elle a le droit d'exprimer son point de vue, aussi violent soit-il, Édouard Tétrault, Nadine Trintignant. Attention aux mots. Vous avez entendu de la violence dans son propos, pas moi. Là, vous m'avez une étiquette de parti soutien. J'ai été dans la campagne d'Emmanuel Macron. Là, c'est vraiment à titre personnel, puisque le sujet, c'est le droit et la morale. Donc, je vais vous parler comme citoyen, républicain et catholique. Moi, j'ai un petit sujet avec M. Cantat. Il est où son chemin de rédemption? Ils sont où ses actes de contrition? Pardon pour les gros mots. La justice a décidé que assassiner sa femme à coups de main, même pas d'armes, de tire-bouchon, tout ça, non, c'était 8 ans. Bon, très bien. Conduite exemplaire, c'est devenu 4 ans. Rien à dire. J'ai magistrat dans ma famille, le droit, rien à dire. Mais il est où son chemin de... On a une association, Bertrand Cantat, qui va dans les prisons, qui va dans les écoles pour dire... Voilà ma faute, voilà ma violence, voilà ce qu'il y a en moi, je demande pardon et nous pouvons me faire. L'implication de Bertrand Cantat dans la défense de l'intégrité des femmes dans la société dans laquelle nous vivons, il est où ce chemin-là? Il n'est nulle part. La seule chose que je vois et que j'entends de ce monsieur, c'est une revendication à un droit. Enfin, pardon, mais je crois qu'il n'a... Il a encore un chemin long, beaucoup plus long que 4 années de conduite exemplaire en prison, avant de convaincre non seulement la morale, il faut écouter aussi la morale populaire. Je suis un peu en désaccord avec Guillaume. On touche à quelque chose, ce n'est pas une affaire française, c'est quelque chose de très universel. Nadine Trintignant a eu des mots très beaux, elle a dit « J'ai regardé, je n'ai jamais vu dans l'histoire de France quelqu'un remonter sur scène, se faire applaudir pour son art après avoir tué. » J'ai été remonté jusqu'au Moyen-Âge. Je crois qu'elle lui tend une perche, en fait. Oui, vous avez certainement un art, des souffrances, des blessures, une violence, quelque chose comme ça. Écrivez des chansons, mais vous faire applaudir sur scène, il manque un chemin de rédemption. Arnaud de Lagrange, logique de rédemption ou logique strictement républicaine? Non, moi je crois que Sébastien a très bien dit les choses. Donc en effet, il y a un problème juridique, enfin, et un problème de droit et un problème moral. Mais je serais assez d'accord, moi, après, avec Édouard. D'ailleurs, Sébastien le disait aussi, c'est un symbole. Et en tant que symbole, il a une responsabilité aussi morale. Il ne faut pas oublier quand même qu'il a tué une femme. Il a rayé une vie, il l'a volée à ses parents, c'est quand même extrêmement grave. Alors, de là à dire qu'après, évidemment, il a payé sa peine sur le plan pénal, mais je pense qu'il a une responsabilité autre qui incite au moins à être profil bas et en tout cas peut-être, en effet, avoir un autre type de chemin. Et je pense que sans tomber dans le lynchage, les chaînes de lynchage ne sont jamais agréables, mais moi aussi je suis mal à l'aise quand même avec le sujet Cantat. Oui. Alors le mot lynchage, il est utilisé par l'avocat Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, et vous allez voir dans un sens qui n'est pas le vôtre, Édouard Tétrault, en l'écoutant Henri Leclerc. Il a été condamné, il a terminé sa peine. Et c'est un artiste qui a donc droit à la liberté de création, qui est protégée par la loi depuis 2016, la liberté d'artiste, et qu'il est aujourd'hui la victime de mouvements
qui s'apparente à du lynchage. Moi, je pense à ces milliers de jeunes qu'on voudrait priver du plaisir qu'ils prennent d'entendre Bertrand Cantat. Je propose que Maître Leclerc crée le syndicat des artistes tueurs et on va voir. Guillaume, un dernier mot à Guillaume et puis c'est la fin de l'émission. Je n'ai aucun plaisir à écouter la chanson, la musique de Bertrand Cantat. Je la trouve pas du tout à mon goût et donc je suis encore plus neutre parce que je parle de la situation. Je me dis chemin de rédemption. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que mais le processus est tellement intime qu'on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 4 années et rien pour le moment dans ces prises de parole publiques n'a dit je referais si c'était à refaire, elle l'avait bien mérité. Enfin, il y a un truc là. Oui, mais je suis d'accord, mais peut-être que. De redevenir un être humain, je suis plus qu'un assassin. En remontant sur scène et en se confrontant à ce public qui a sûrement une part en lui qui a fait un vrai chemin, parce que je pense que c'était l'homme qu'on a toute notre génération a trouvé mais odieux. Et au moment de Vilnius, enfin moi je m'en souviens parce que j'étais procès, oui. C'était étonnant. On termine là-dessus, Guillaume, c'est la fin. Je voudrais juste donner la réponse à la question qu'on avait posée sur Twitter sur est-ce que cette affaire va trop loin. Vous êtes 55% à répondre que oui, cette affaire va trop loin. Looping, qui écrit qu'il écrive des chansons pour les autres mais qu'il ne se montre plus. Voilà. Rejoint donc votre position. Et pour Élie, en revanche, si vous étiez le fils ou la fille de Marie Trintignant, supporteriez-vous de voir l'assassin de votre mère à la télévision et l'entendre à la radio? Merci à tous les 4. Merci beaucoup. Je vous propose de nous quitter sur les images de Stephen Hawking, qui est donc mort aujourd'hui, ce célèbre astrophysicien qui avait des pensées aussi assez élevées, notamment ce qu'on a cité, l'un de nos internautes, l'intelligence et la capacité de s'adapter au changement. Il avait aussi beaucoup d'autres propos. Je crois qu'on va l'écouter notamment sur un propos qu'il avait sur la pesanteur. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour un nouveau point de vue. Many people have asked me why I am taking this flight. I am doing it for many reasons. First of all, I believe that life on Earth is at an ever-increasing risk of being wiped out by a disaster, such as sudden global warming, nuclear war, a genetically engineered virus or other dangers. I think the human race has no future if it doesn't go into space. I therefore want to encourage public interest in space. I have long wanted to go into space, and a zero-gravity flight is the first step towards space travel. I also want to demonstrate to the public that everyone can participate in this type of weightless experience. As you can imagine, I am very excited. I have been wheelchair-bound for almost 4 decades, and the chance to float free in 0G will be wonderful. See you in 0G.